Merci Philippe. Merci beaucoup d'être là. Merci, ça me fait très plaisir de vous voir. Merci. Philippe Boxeau, entretien avec un cadavre. Un médecin légiste fait parler les morts. Frisson garanti, ça c'est très fort. Ces 2 livres sont fous. Les morts ont la parole. Franchement, je suis passionné. Vraiment par ce monsieur et par ce qu'il fait. Je pense que vous aussi, autour de la table. Merci d'être là. Alors, il vient de nous expliquer, Gilles Verdez, il y a un instant, c'est quoi exactement le rôle d'un médecin légiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à votre manière? Mieux que lui, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mieux que lui, exactement. Voilà, bravo, merci. Mais je l'aime bien. Ah, c'est vrai. L'histoire de la médecine égale, c'est la première fois qu'un mec dit ça. Oui. Ça fait longtemps qu'on le connaît aussi. Ah oui, c'est ça. Mais à un moment, quand on connaît les gens depuis longtemps, même quand on... Oui, c'est ça. On a l'impression qu'ils sont de la famille. Exactement. Bah oui, en fait, c'est ça. Il y a toujours un mec dans la famille qui dit des conneries. Bah, nous, c'est voilà. Le tonton. Exactement. Donc, la médecine égale, c'est l'art de répondre à 2 questions, en fait. De quoi quelqu'un est mort et quand il est mort. Ouais. C'est essentiellement ça. Ça, c'est sur les morts. Et puis, on a un aspect vivant, où on examine des personnes vivantes, notamment pour déterminer si, effectivement, elles ont reçu des coups et blessures, si, effectivement, il y a eu viol, etc., etc. Donc, c'est un métier qui est très diversifié. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est soigner. C'est ça. Comment on décide de devenir médecin légiste? Ah ben, j'en sais rien. En fait... Comment vous avez décidé, vous? Parce que c'est vrai que j'ai décidé ça très tard. J'étais médecin généraliste, c'est ça. Donc un médecin de famille, médecin traitant. Et on est venu me chercher, le patron de la médecine égale est venu me chercher en me disant « Écoute, tu as fait de l'autopsie quand tu étais plus jeune, quand j'étais étudiant. » Et j'ai accepté de rentrer chez lui parce que, vous savez, quand on commence la médecine générale, on n'a pas beaucoup de patientèle. Donc, je pouvais faire les 2 en même temps. Et puis, à un moment donné, j'ai dû choisir et j'ai choisi pour la médecine égale. Alors, c'est vous qui identifiez les corps, c'est pas? Ouais. Au début, c'est pas... Je suis en train de penser justement que pour vous identifier, même si vous êtes putréfié, ce sera top. Parce qu'avec les tatouages que vous avez, on va vous retrouver tout de suite. Tout de suite, exactement. C'est sympa de sortir des bonnes nouvelles comme ça. Non, mais c'est vrai. Vous me direz. Non, mais c'est vrai. Et donc, au départ, c'est... Quand on y va la première fois, comment ça se passe? J'avais fait de la dissection avant. D'accord. Donc, j'étais drillé. La plus grande difficulté, c'est pas tellement par rapport au cadavre, c'est par rapport au cadavre putréfié. Lui, ça cause problème parce que c'est pas un corps habituel, c'est un corps qui est en décomposition. On a non seulement l'aspect, mais on a aussi l'odeur qui est particulièrement prégnante. Hein. Bien sûr. Ouais. Voilà, là, ça a été difficile. Mais voilà, avec le temps, on s'habitue, on franchit les étapes et ça finit par aller. Alors, c'est quoi la mort la plus insolite que vous avez vue? J'en ai eu beaucoup. Ah ouais, bah allez-y, vous pouvez raconter, on a le temps, vous pouvez nous en raconter plein, on adore ça. Ah oui, bah alors, franchement, vous avez le temps. J'ai 2 fermiers qui ne s'aiment pas, tu vois. Et ils se regardent, ils habitent pas très loin l'un de l'autre, ils sont sur une colline, séparés, et t'as un fermier qui voit l'autre en train de jeter sa femme au cochon, tu vois, dans une auge à cochon. Il y a eu 8-9 cochons là-bas, et il jette sa femme. Il prévient la police arrive, la police, quand elle arrive, ne trouve plus la femme, il n'y a plus rien dans la mangeoire au cochon. Dans la maison, elle n'est pas non plus, mais sa voiture est là, ses objets sont là, son portefeuille, son GSM, tout est là. Donc, clairement, elle ne peut pas être loin. Et l'option cochon est une option que les policiers regardent comme plausible. Donc, ils préviennent le procureur m'appelle, j'arrive sur place, mais en arrivant, je téléphone aux policiers en leur disant « Écoutez les gars, vous devez me buter le plus gros cochon. » Ils m'ont dit « Pourquoi le plus gros ?» C'est pas compliqué. T'es gros, tu bouffes. Donc, le plus gros cochon, c'est forcément celui qui a bouffé le plus. Donc, c'est forcément chez lui que j'ai le plus de chances de trouver des morceaux de la dame. Vous voyez? Oh là là. Voilà. Ils n'étaient pas très d'accord pour buter le cochon, mais je les ai convaincus en leur disant, écoutez, c'est pas grave, si vous voulez pas, demain, quand il aura déféqué, vous irez chercher dans ses matières fécales les cheveux et les dents de la dame, parce que c'est la seule chose que le cochon ne digère pas. Tu vois? Et alors, Ah bah ils l'ont buté. Bah oui. Oui, tu vas pas attendre le lendemain. Est-ce que le cochon a été mangé? C'est incroyable. Le cochon n'a pas été mangé, non. Ah, c'est faux, ouais. Donc on aurait pu appeler ça le corps était dans le khalouf. Mais ça veut dire qu'un cochon est capable de manger l'entièreté d'un corps? Ouais. Même les os. Oui, il faut un peu les entraîner. Oui, bah, comme dans le film Hannibal, tu vois, Hannibal. Eh ben, on voit ça dans le film et c'est vrai, ça se passe réellement. Les cochons aiment bien la chair humaine à condition d'un peu les entraîner. Ah ouais, c'est fou. Je donne pas des tuyaux là, mais quand même. Bah ouais, parce que si tu veux faire disparaître un corps, en fait, il faut le jeter au cochon. C'est une très bonne technique. Ouais, mais il faut récupérer les dents et les cheveux. Ouais. C'est dingue. Il y a des tas de façons de faire disparaître un corps. Apparemment, elle veut commettre un meurtre. Elle est très sérieuse, il faut récupérer les dents et les cheveux. C'est quand même flippé, là. Et c'est quoi des autres histoires? On adore. Vous pouvez nous en raconter plein, on a le temps. Moi, j'ai rien à faire. J'ai une dame qui se séparait de son mari, elle avait un amant. Ça commence toujours mal, les histoires avec les amants. Hein. Valérie Benaïm? Ah oui? Ah bon? Ça n'a pas l'air. Hein. C'est pas la dernière. Dans cette histoire-là, t'as une femme qui a un amant, elle se dispute avec son mari, il avait quitté la maison, mais il revient. Enfin, c'est un vrai casse-tête.
la voiture du mari est devant la maison, son GSM n'a plus matché depuis longtemps, sa carte de crédit non plus. Donc quand tu as une bagnole qui ne bouge pas, un GSM qui ne fonctionne plus, en tout cas qui ne matche plus, et une carte de crédit qui ne débite pas, en général, tu es mort. Donc on commence à chercher après le mari, et la femme n'avait jamais réussi à faire démarrer la voiture de son mari. Il y avait un code au démarrage, elle ne le connaissait pas, elle est restée devant la maison. Donc on a interpellé la dame en lui disant « Madame, où est votre mari ?» Alors au bout d'un petit moment, je vous passe, elle dit quand même qu'elle l'a tué, qu'elle l'a découpé en morceaux avec une hache qui traînait dans la cuisine. Tout le monde a une hache qui traîne dans sa cuisine. Qu'elle l'a mis dans des sacs fraîcheurs. Tu vois, c'est les sacs qu'on met au congélateur. Et puis, elle l'a mis au congélateur, effectivement. Et tous les soirs, entre 20h et 22h, elle le faisait brûler dans l'insert. Tu vois, les inserts, c'est La cheminée, ouais. les cassettes à bois, là. C'est incroyable. Et au bout de quelques jours, le mari est passé complètement par la cheminée. Les cendres, elle les a bêtement ramassées, quoi. On n'a pas cru. Il y a un psychiatre qui l'a vu et qui a dit non, cette dame, elle raconte n'importe quoi. Ça c'est de la foutaise. Elle fabule. C'est une malade. Oui, c'est une malade, mais on ne trouvait quand même pas le mari. Donc, il devait bien être passé quelque part. C'est pas par la cheminée, c'est par ailleurs. Donc, la juge d'instruction me demande est-ce que tu pourrais interroger madame ? Je dis, ce que je lui demande. Il est sans doute resté des morceaux de corps, des morceaux d'os, etc. Toi, tu sais, elle ne sait pas nécessairement. Questionne-la. C'est ce que j'ai fait. Tout ce qu'elle m'a décrit était parfait. Ça correspond exactement à ce que l'on trouve après qu'un cadavre a été brûlé à la température qui correspond à l'insert. J'ai donné la marque à l'insert. Et effectivement, elle l'a tué de cette manière-là. Donc elle l'a tué à l'âge dans la cuisine, elle l'a découpé et elle l'a fait brûler. 20h, juste le moment où les enfants sont au lit. Quand même, c'est papa qu'on met dans la cheminée. Donc c'est bien que les enfants soient au lit. Et 22h, parce que les voisins dans l'entourage risquaient d'être un peu interpellés par une odeur particulière. Voilà. Incroyable. Incroyable, ça. C'est fou. Ça, c'est des gens lambda en plus. Oui, c'est ça qui est fatigant. C'est des gens lambda. Donc c'est la dame que tu croises toujours en rue et qui est en fait, tout le monde est capable de tuer. Alors, celle qui est très intéressée par apparemment tout ça. Faut arrêter de dire ça, je vais avoir des problèmes, moi. Il y a Carla, vous vouliez poser une question? Non, j'ai une question justement parce que vous disiez que c'était un profil lambda. Pour vous, c'est quoi le cap qui fait... Parce que découper de la chair, c'est pas naturel. Il faut qu'il se passe quelque chose. Cette dame-là avait travaillé en boucherie, ça l'aidait un peu. Ah, bah voilà, d'accord. Ça l'aidait un peu, elle savait où il fallait couper, etc. Oui, mais tuer un mouton et tuer un être humain, c'est pas la même chose, quand même. Non, c'est pas pareil. Quand même. J'aurais des difficultés pour le mouton. Ouais. C'est vrai. Non, je rigole. Oui, Augustin. Je pense qu'on est nombreux ici à avoir une hantise, c'est d'être enterré en étant encore vivant, mais que personne ne se rende compte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un cadavre qui arrive et en fait vous vous rendez compte qu'il est vivant? Oui, mais c'est pas un cadavre qui était enterré. Donc les policiers m'appellent en me disant écoute, on a un mort, est-ce que tu peux venir? J'arrive, je viens sur place, je monte, il y a quelques états, et en arrivant, le policier me dit écoute, on vient d'appeler le SAMU, il n'est pas mort. Comment ça, il n'est pas mort? Non, il n'est pas mort, il est couché par terre, on ne l'a pas touché, il n'est pas mort. Et en fait, le type avait une prothèse de hanche, tu vois, elle avait luxé, il était tombé par terre, il était entré en hypothermie à cause du contact du sol, il n'a pas réussi à se relever, donc il est rentré en hypothermie, il ne réagissait pas bien quand on l'a appelé. Et ils se sont rendus compte qu'il était vivant quand le policier a passé sa main sous le corps. Ouais. Il a essayé dans la poche intérieure du veston pour aller chercher son portefeuille avec sa carte d'identité, tu vois. Et au moment où il a attrapé le portefeuille, il l'a retiré, c'est à ce moment-là que le cadavre lui a attrapé le bras. C'est énorme. Il a eu la trouille de sa vie. C'était moi. Alors, pas l'oseille, vraiment. Non, mais c'est incroyable cette histoire. Il s'en est sorti? Le type s'en est sorti, il a encore vécu 2-3 ans. Ah ouais, c'est fou. Il est mort d'autre chose. Ouais. Docteur, est-ce que ça vous est arrivé de refuser parce que c'était trop horrible, parce que c'était un enfant, parce que votre déontologie ne le permettait pas? Ou est-ce que vous acceptez tout le temps? Ma déontologie ne me permet pas de refuser, sauf si ce sont des gens que je connais ou des gens de ma famille. Alors, j'estime que l'autopsie est un excellent service à rendre à quelqu'un. Mais si quelqu'un me bute un jour, j'aimerais quand même bien qu'on le trouve, tu vois. Okay. Donc, l'autopsie est certainement un service à rendre aux morts, mais aussi à la famille. Parce que, comme disait Gilles avant que je n'entre, savoir de quoi quelqu'un est mort, c'est une question qui va te poursuivre pendant toute ta vie si tu n'as pas les réponses correctes. Ouais. Et ce sont des gens qui ne vivent plus. Ce sont les familles qui sont parfois anéanties parce qu'ils n'ont pas les réponses qu'ils attendraient. J'ai quelqu'un qui m'a contacté hier en me disant voilà, je ne suis pas sûr que mon beau-frère soit mort pendu ou suicidé comme on l'a trouvé. Est-ce que vous pouvez nous aider? Bon, je vais l'aider. Mais voilà, c'est important. Donc ma déontologie, elle me permet de tout faire, sauf les gens que je connais et ma famille. Alors, et les enfants, ce n'est pas le plus marrant, mais il faut le faire. Vous avez déjà parlé du crime parfait. C'est quoi ça? Oh, c'était ma question. C'était ma question. Ah oui, il fallait la poser avant moi. C'est celui qu'on ne découvre pas.
Alors, des crimes parfaits, tu n'as pas de recette. T'as pas de recette. Ça peut être une mort naturelle qui passe au bleu, ça peut même être un meurtre que l'on prend pour un suicide. Donc c'est ça. Ah oui, ça arrive. Ah oui, c'est ça en fait. C'est ça, c'est un. C'est celui qu'on ne découvre pas, quelles que soient les conditions. C'est encore possible aujourd'hui avec l'ADN, le téléphone. Il y a plein d'histoires qui ne sont pas élucidées. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est un crime parfait. Ça veut dire peut-être que les enquêteurs n'ont pas été assez bons, qu'ils ne sont pas assez penchés sur l'histoire. Je te raconte une histoire. Tu as des personnes qui sont à table. À table, tu as un médecin traitant, un médecin de famille. Quel médecin de famille? À la fois du monsieur qui reçoit, de la dame qui reçoit. La dame qui reçoit, une nièce. La nièce est là et il y a 2 autres invités. La nièce, la tante, pardon, veut tuer son mari. D'accord. Elle s'est accoquinée avec le médecin qui est son amant, qui lui a filé des cachets à visée cardiaque, qu'elle a détruit dans la cuisine, les cachets. Elle les a fait un couscous, elle les a mis dans le couscous, pas tout. Oui. Elle a mis dans le couscous pour que le mari meure devant tout le monde à table. D'accord. Je suis fan. Il n'est pas mort. Elle est retournée dans la cuisine. Heureusement, il restait du médicament. Et ils avaient prévu un dessert. En fait, ils avaient envisagé même de ne pas prévoir le dessert parce qu'ils pensaient qu'il serait mort avant. Mais elles avaient quand même prévu un dessert. La tante a vidé ce qui restait du médicament dans le dessert. C'était une crème fouettée, une crème fraîche, là. Elle a commencé à virer, elle a commencé à passer au vert à cause de la présence du médicament. Donc elles ont baissé la lumière dans la salle pour faire plus intimiste. Et elles ont servi le mari qui est mort à table et c'est le médecin traitant qui a constaté le décès. On ne l'aurait jamais su. On l'a su pourquoi? Parce que le médecin traitant n'a rien trouvé de mieux que de sortir avec la nièce. Ah oui. Du coup, la tante s'est vengée, elle a dénoncé la nièce qui a dénoncé la tante. Mais sinon, ça aurait été passé... c'était au bleu. Parce que le poison reste donc... Non mais c'est incroyable. Ah ouais, c'est fou ça. Mais ces produits, ils auraient pu être détectés, non? Ces produits peuvent être détectés, mais tu dois avoir des prélèvements. Si tu ne les as pas, tu ne sais pas analyser. Oui, Raymond. Incroyable. Quelle est l'histoire la plus folle que vous ayez vue, un truc qui vous a traumatisé à en faire des cauchemars? Est-ce que vous faites des cauchemars d'abord? Parce que moi, c'est votre métier, je suis sûr que je ne dors pas de la nuit, parce que je repense à toutes les scènes. Mais quel est le truc le plus horrible, le plus fort que vous avez vu? Vous avez dit ça, je m'y attendais pas. Il vous a fallu du temps pour... C'est le mort d'enfant. Ça, j'en parle pas dans mes bouquins. Ah, c'est ça. Je peux pas. C'est une affaire qui a secoué la région liégeoise. Je suis liégeois, j'habite Liège. Je suis prof à l'Université de Liège et c'est une affaire qui concernait 2 enfants, 2 gamines qui ont été violées et tuées par un bonhomme qui ensuite s'en est débarrassé. Mais ça, c'est des histoires que je raconte pas parce que j'ai pas envie d'être dans le voyeurisme, mais en même temps, mes bouquins, c'est quand même un petit peu de voyeurisme, parce que les gens aiment bien découvrir ce qu'est la mort, découvrir comment on meurt, etc. Et j'essaie de faire aussi un peu de science dans mes livres, d'expliquer ce qui se passe, comment on meurt, pourquoi on meurt, etc. Donc c'est l'histoire la plus terrible que j'ai connue, mais je n'ai jamais fait de cauchemar. Ça me gêne pas. Mais non, t'es mort, tu souffres plus. Alors c'est triste pour ceux qui restent, mais pour la personne qui est morte, elle ne s'en rend même pas compte. Donc voilà, il faut le voir d'une autre manière. Il faut le voir avec un autre. Le prisme que j'utilise n'est pas le même que celui de Monsieur Tout le Monde. Nienad. C'est ce qui me permet de vivre. C'est vrai que c'est peu habituel comme métier, mais est-ce que c'est un rêve d'enfant? Ah non, pas du tout. Non. Quand j'étais enfant, je voulais être policier. Et puis, j'ai voulu être prêtre. Et puis, j'ai voulu être médecin généraliste. Et puis, je suis médecin légiste. C'est fou. Mais son métier est fou parce que à chaque fois, quand il y a quelqu'un qui est mort, on ne dit jamais tout de suite, on dit condoléances. Et on dit toujours, il est mort de quoi ou il est mort comment? On veut tout le temps savoir. Toujours. Jamais on vous a dit à quelqu'un, il est mort. Il n'y a jamais qu'à dit, ah bah il est mort, bon bah fait à son âme. Alors toujours, il est mort comment? Tu imagines, ça, c'est le quidam qui vient rencontrer la personne qui subit le deuil. La personne qui subit le deuil, elle a vraiment envie de savoir. Elle a besoin. Vraiment, besoin. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès? C'est une affaire top. Enfin, vous voyez dans mes yeux que ça brille parce que c'est une affaire qui est exceptionnelle. Et j'aime bien les affaires exceptionnelles. Tout le monde aime les affaires exceptionnelles dans mon métier. Ces affaires, je ne vais pas dire dont on rêve, mais on sait de toute façon que ça va arriver. Vous savez, moi, je me réjouis qu'il y ait un meurtre quand je suis de garde. Vous allez me dire, tu te réjouis que quelqu'un meure? Non, mais de toute façon, ça va arriver. Donc, autant que ce soit quand je suis de garde, parce que ça me plaît de l'étudier, de l'analyser. Tout à l'heure, tu me posais la question, quelqu'un qui n'est pas mort. J'ai eu une dame, un truc extraordinaire. Elle est couchée dans son cercueil, tu vois, et il y a sa petite voisine, Ernestine, qui vient lui rendre visite. Les 2 dames ont plus de 80 ans. Et elle arrive devant le cercueil. Et moi, j'ai une dame qui est morte devant le cercueil. Et je me dis, c'est celle qui est dans le cercueil qu'on a laissé tomber. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. En fait, pas du tout. La dame qui est dans le cercueil s'est relevée au moment où sa voisine est arrivée. Et c'est la voisine qui, en la voyant, a fait une crise cardiaque et est morte sur place. Non. C'est fort. C'est incroyable. Le choc. Alors, j'aimerais qu'on parle dans un instant